Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de relations saines. Oui, parce que pour une fois, on va pas démarrer en parlant de relations toxiques, de dépendance affective et de tous ces déboires. Mais j'avais envie de vous parler de comment j'ai attiré une relation saine sans jamais me faire désirer parce que ça fait quelques années maintenant que je fais ce métier, 6 ans pour être exact, et tout autant de temps passé sur Instagram à voir des conseils pour faire revenir votre ex, séduire un homme, devenir une femme fatale, qui me débectent au plus haut point. Que chacun fasse ce qu'il veut, mais c'est important pour moi de vous rappeler que toutes ces techniques-là sont en fait des techniques de manipulation qui ne vous aideront pas sur le long terme, puisque ça ne réglera jamais le problème d'un attachement anxieux, ça ne réglera jamais le problème de la dépendance affective si vous êtes concerné par ça. Ça va juste vous aider à obtenir ce que vous voulez, éventuellement, et encore, par des techniques de manipulation. Donc dès que le naturel va revenir au galop et que vous ne remettrez plus en place ces techniques, le résultat ne sera pas très beau à voir. Donc, non pas que j'ai envie de vous raconter mon histoire, même si je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de raconter mon histoire, mais plus pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de ça. Que tous les conseils du type fuis-le, il te suivra, ne réponds pas tout de suite à ses messages, fais-toi désirer. Vraiment, si j'avais eu 1 euro à chaque fois que j'ai entendu ce type de conseils, je serais plus riche qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter comment moi j'ai attiré une relation saine, stable, épanouissante. Et spoiler alert, je n'ai fait aucune de ces techniques de merde, clairement. J'ai surtout fait tout l'inverse de tout ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Et finalement, fait exactement ce que j'apprends moi dans mes accompagnements. Donc, prenez votre petit café, votre petit thé. Si vous êtes en voiture, faites attention à vous. Mais écoutez attentivement cet épisode qui va être très cool, mais je pense tout aussi instructif. Parce que, ne l'oublions pas, je partais de loin. Et je sais que parfois c'est dur, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on se dit, ah mais elle, ce qu'elle vit, ça a l'air tellement bien, on voit la vie des gens sur les réseaux, mais n'oubliez pas que chaque personne décide bien de vous montrer que ce qu'elle souhaite et, euh, et que vous ne vous rendez pas compte parfois du chemin parcouru des gens et que la moi d'il y a 10 ans n'en était absolument pas là où elle en est aujourd'hui. Mais effectivement, quand il y a un problème d'attachement ou un trouble en tout cas de l'attachement, bah, ça demande un peu de travail sur soi et en même temps, le plus beau, c'est de voir qu'au bout du compte, bah, on y arrive et on peut rencontrer quelqu'un qui nous inspire, avec qui on se sent bien, avec qui c'est fluide. Et je le racontais tout à l'heure en story, donc je vous le partage. Moi, j'ai passé tellement de temps le soir avant de dormir à me faire un scénario de ce à quoi devait ressembler ma relation idéale. Vraiment à tout imaginer, comment je me sentirais, les déclarations qu'il me ferait, ce qu'on ferait ensemble, etc. Et parfois, je me faisais même ces scénarios alors que j'avais quelqu'un dans ma vie pour me créer une sorte de réalité alternative parce que bah, ma réalité du moment, elle était médiocre. Donc, je faisais ça. Mais c'est pour dire que je partais aussi de loin, que probablement comment vous vous sentez aujourd'hui en termes d'attachement anxieux, bah, je suis passée par là. Et pourtant, aujourd'hui, je suis dans une relation saine et épanouissante avec une personne avec qui tout se passe très bien, avec les désaccords de couple aussi, hein, mais avec qui tous mes souhaits et tous mes scénarios que je me faisais sur l'oreiller, bah, finalement, se sont réalisés. Donc, tout est possible. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que ça a d'abord demandé un profond travail intérieur.
Donc, on va reprendre depuis pas le début de ma vie, parce qu'à mon grand âge, ce serait pas, voilà, ce serait un peu long. Mais de vous dire en fait à partir de quand moi j'ai identifié qu'il y avait de la dépendance dans ma vie. Déjà, j'ai vécu une relation de 5 ans, de mes 16 à 21 ans, où je pense qu'il y avait une forme en fait de codépendance. Mais ça, évidemment, je vous dis ça avec le recul, parce que j'étais avec quelqu'un qui était très très amoureux de moi, et bah moi, je cherchais les méchants. Donc en fait, être avec quelqu'un de très gentil, bah j'avais tendance à saboter la relation, j'avais tendance à le rejeter, en tout cas à pas lui donner l'attention qu'il méritait clairement à ce moment-là de nos vies. Mais bref, en tout cas, la catastrophe a commencé en 2015, vraiment. Donc on est déjà quelques années plus tard, où je vis une relation toxique, je ne suis pas en couple avec cette personne, et le but c'est pas de vous déballer en détail tout ce qui s'est passé, mais que vous puissiez comprendre tous les schémas dans lesquels j'étais, parce que ça a été, je parle de relations toxiques, mais c'était surtout toxique pour moi en vrai, puisque c'était humiliant, c'était rabaissant, enfin en fait avec le recul aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour la version de moi que j'étais, mais ça a mis du temps de me pardonner tout ce que j'ai accepté dans cette pseudo-relation, et surtout comment je me sentais, quoi. C'était terrifiant. Donc, cette personne que je rencontre au travail, euh, voilà, enfin, il y a très vite un rapprochement, mais qui était quand même assez amical finalement. Beaucoup de confidences, etc. Lui, il était en couple en plus à l'époque. Mais en fait, assez vite, bon, ils se séparent quelques mois plus tard, on passe du temps ensemble, évidemment. Enfin, moi, il m'en fallait pas plus pour en faire mon crush absolu, puisque, bah, comme je vous le dis, à cette époque, il y avait une grande dépendance affective, donc c'est quelqu'un qui était très tactile, c'est mon langage de l'amour ultime, donc je me sentais aimée, enfin, ça me faisait tellement de bien au cœur. Mais pour autant, c'est aussi quelqu'un qui m'a menti, dans le sens où bah, il ne me disait pas clairement les choses. J'apprenais un peu par des collègues qu'il fréquentait d'autres personnes. Alors oui, je posais ma limite, mais en fait j'acceptais derrière de reprendre, et puis finalement je disais trop rien quand ça se repassait, parce que je me disais mais en même temps t'as décidé de rester avec ses conditions à lui, donc bah tu te tais. Alors qu'en fait pas du tout, c'est pas parce que une personne enfin c'est pas parce qu'on connaît les conditions qu'on n'a pas le droit de dire que ça nous fait du mal en fait. Mais en tout cas, c'était le centre de ma vie. C'est-à-dire que je me réveillais, je pensais à lui, je mangeais, je pensais à lui, j'allais travailler, je pensais à lui. Parfois, j'allais euh, sur mes moments de pause. Alors à ce moment-là, est-ce que je travaillais déjà? Non, je travaillais pas encore. Mais en tout cas, les jours où je ne travaillais pas, là où je travaillais à ce moment-là, parce que ça a été mon boulot étudiant pendant longtemps, j'y allais les jours où je ne travaillais pas pour pouvoir le voir. Enfin, c'était lunaire. Je pouvais passer 1 heure dans le rayon à discuter avec lui. Enfin, c'était dingue. Enfin, tout mon monde tournait autour de lui. Et derrière ça, enfin, je vous épargne les moments où vraiment il y a eu de l'humiliation, parce que ça peut être très intime. Et surtout, je sais pas si je suis prête à parler de ça, mais enfin, il était très à l'aise sur le fait qu'il me voyait et que derrière, il allait voir quelqu'un d'autre. Enfin voilà, et même quelques mois plus tard, alors que j'avais mis un stop, la vie a fait que on s'est revus, etc. Et je me souviens de ce moment où j'arrive chez lui, où je comprends qu'il y avait eu quelqu'un la veille, et je sens dans tout mon corps est en train de me dire, c'est horrible comment tu es en train de te sentir, parce qu'en soi, avec le recul, je me dis, la situation elle-même, enfin, il est dans son droit, je veux dire, on n'est pas ensemble, juste on a décidé de se revoir cette soirée-là, et je capte tout de suite qu'il y a eu quelqu'un, mon corps, enfin je me liquéfie vraiment, j'ai l'impression de mourir de l'intérieur. Et je me dis, bah non, je vais rester quand même. Et ça a été un long travail thérapeutique pour pouvoir me dire, en fait, j'aurais dû partir à ce moment-là, et pour me pardonner de ne pas l'avoir fait.
ça peut être... Là, quand je le raconte, je me dis ça peut être hyper anodin. Mais pour moi, en tout cas, il y avait une forme d'humiliation où je me dis, le gars, vraiment, on n'a rien à secouer, quoi. Vraiment, c'est... Voilà. Mais bref, ça a été très dur, ça a été très long pour m'en remettre. Euh, je disais que j'étais amoureuse de lui, mais je sais pas si c'était de l'amour ou si c'était complètement un attachement déraisonné et une espèce d'obsession qui était créée par ce sentiment de chaud-froid, etc. J'ai pas envie de m'étaler, enfin j'ai l'impression que ça fait 100 ans déjà que je parle de ça, mais en fait ça a été mon déclic, mon premier déclic, où je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et tous mes proches étaient là, genre, en fait, oui, il y a une forme d'évidence entre vous, mais clairement, t'es en train d'en chier, en fait. Et je pense que j'ai oublié parce que parfois j'en parle avec une amie, euh, et je me souviens déjà 2 ans après, je lui avais dit, bah non, mais ça a été, non. Elle me dit, mais je crois que toi, tu te souviens pas de l'état dans lequel tu étais. C'était horrible. Tu étais éteinte, enfin, c'était hyper compliqué de te voir comme ça, en fait. Donc c'est pour vous dire, ça a été le début de ma descente aux enfers, où derrière ça, j'ai vécu en plus, ce qu'on pourrait se dire, elle a eu le déclic, elle a arrêté de vivre ça, elle s'est faite accompagner, mais pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que tout ce que je vis avec cette personne, enfin évidemment, la part rationnelle de moi se dit tu ne vivras plus jamais ça, mais ça a été tellement retraumatisant parce que du coup, bref, dans mon histoire, je comprends que c'est venu, il y a quelque chose qui est venu se rejouer à ce moment-là. Mais en fait, à partir de là, je n'ai eu que des relations du même genre. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, la situation a fait que c'est venu ancrer le fait qu'on ne me choisirait pas. C'est venu ancrer le fait qu'il peut y avoir une telle évidence avec quelqu'un, on peut s'aimer, mais on peut ne pas s'aimer de la même manière, et pour autant, pas de relation, je ne te choisis pas, tu ne comptes pas, je t'humilie, je ne te respecte pas. Donc aujourd'hui, je me dis, il ne m'aimait pas bien de toute façon. Enfin, voilà, même si est-ce que c'est de l'amour, on peut se poser la question. Bref, mais c'est même pas ça qui fait que derrière, je me fais accompagner. C'est après ça. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, pendant environ 2 ans, même plus que ça, pendant 4 ans, je vis en fait des relations qui n'en sont pas. Moi, je me comporte toujours comme si j'étais en couple. Ça, c'était aussi un problème. On en reparlera dans un autre épisode de podcast. Mais je me suis toujours comportée comme si j'étais en couple. Et clairement, je ne l'étais pas. C'est-à-dire que je pouvais fréquenter la même personne pendant des mois et des mois, mais je n'étais pas en couple avec et j'acceptais que l'autre n'ait pas envie d'être en couple avec moi. Mais du coup, ça m'abîmait complètement sur le fait que, bah, en fait, on n'a pas envie d'être en couple avec moi. Mais je ne peux pas aujourd'hui remettre la faute sur les hommes qui ont choisi de vivre ces relations avec moi, puisque eux, ils étaient très bien, eux, ils étaient très heureux dans leur relation avec moi. Mais moi, j'ai été vraiment très malheureuse. Et c'est une autre relation plus tard, notamment en 2017, où là vraiment, je me dis, il va falloir que tu fasses quelque chose, parce que là, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est douloureux. Enfin, je me souviens, je sais que j'ai déjà raconté cette scène ici, mais où vraiment j'envoie des messages à une amie à moi parce que je n'ai pas de nouvelles de cet imbécile, parce que vraiment, je me suis rendu compte que sur tous les mecs où je me disais c'est des connards, c'était en fait, voilà, pas tous des connards, mais alors lui, un spécialiste. Bref, et je me souviens donc envoyer des messages à une amie en me disant vraiment ça ne va pas, genre vraiment je n'en peux plus, je peux pas continuer comme ça, à m'asseoir par terre dans mon salon, dans mon appartement, et de me dire là il faut prendre rendez-vous. Là, ça faisait 6 mois que j'avais le numéro d'une psy dans mon téléphone et je me dis là il faut y aller en fait. Donc ça c'est le premier vrai déclic. Et c'est ça qui compte. Je sais, c'était une espèce d'introduction de 15 minutes. Mais en fait, le vrai travail, il a commencé là. Et c'est pour moi ce vrai travail qui m'a amené à avoir pu, il y a 3 ans, accueillir l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Parce que je n'en aurais pas été capable. C'est-à-dire que j'ai commencé par la thérapie. Il y avait de l'hypnothérapie aussi, puisqu'elle faisait les deux. Mais on a beaucoup commencé par ce qui se passait dans ma tête en fait.
quelles croyances j'ai dû démonter. Moi, j'ai dû détruire les croyances que j'étais pas assez pour être aimée, que aucun homme ne tomberait amoureux de moi, que j'étais trop grosse pour être aimée, que j'étais pas assez intelligente, pas assez ambitieuse, enfin pas assez quoi, tout simplement. Et ensuite, bah, on a dû passer par le corps. C'est là que j'ai fait, avec cette spécialiste-là aussi, de l'EMDR. Donc ça m'a pas mal aidé, l'EMDR. J'ai trouvé que c'était un outil qui était vraiment, vraiment bien. Mais pour autant, à ce moment-là, je comprenais même pas encore à quel point mon corps et mon système nerveux jouaient un rôle essentiel sur le fait que j'étais incapable de recevoir un amour sain et que du coup, je m'engouffrais dans des relations qui étaient hyper douloureuses pour moi. Donc c'est ça qui a été très long, je trouve, c'est que bah déjà cette thérapeute, je l'ai vue pendant quasiment 2 ans. Au moment où on décide ensemble d'arrêter, je me dis, bon bah c'est bon, en fait, je suis la reine du monde, ça va aller. Vraiment, dans la semaine où j'arrête la thérapie, où j'ai mon dernier rendez-vous, je rencontre un mec. L'horreur, voilà, on peut se le dire, c'était vraiment la raclure dans toute sa splendeur. Et voilà. Mais en fait, je me dis, avec le recul, je me dis, j'ai passé du temps à me mettre mal pour des mecs qui étaient vraiment pas ouf, hein. Vraiment. Et je parle même pas. Là, c'est même pas un jugement de valeur sur qui ils sont, sur à quoi ils ressemblent et tout. On s'en fout. C'est juste que je parle d'hommes qui étaient même pas capables de prendre leur courage à deux mains pour dire écoute, je préfère qu'on ne se voit plus. Même sans justification. Enfin, on parle de mecs qui m'ont ghosté. Enfin, vraiment, mais la lâcheté, mais pure et dure, quoi. Donc, bref. Spoiler alert, ça n'a pas marché avec cette personne. Après ça, je rencontre quelqu'un, mais bon, le contexte de cette situation faisait que c'était voué à l'échec de toute façon. Et entre-temps, je décide de partir vivre à Toulouse. Voilà, bref, tout est bien qui finit bien, je pars vivre à Toulouse. Sans rentrer dans les détails de toutes les relations que j'ai vécues. Et en fait, arrivé là, le fait de me retrouver seule, j'étais dans le deuil aussi du décès de ma mère, en fait, je commence à prendre du temps pour moi, à ne plus être sursollicitée parce que quand je vivais à Paris, évidemment par instinct aussi de survie, je suis devenue hyper sociale. C'est-à-dire que je voyais du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment. Je pouvais pas passer une soirée seule, il fallait que je voie du monde et donc je nourrissais mes relations aussi de cette manière-là. Et en fait, quand je suis arrivée à Toulouse et que je connaissais qu'un couple d'amis, d'abord j'ai vécu chez eux, donc j'allais dire je me suis retrouvée seule mais pas tout de suite. Et ensuite j'ai eu toute une période où, oui, je me suis retrouvée seule, face à moi, dans mon deuil, dans une nouvelle exploration de qui j'étais, d'une autre vie où ça bouge pas autant, etc. Et je vous dis ça parce qu'en fait, à ce moment-là, explorer la solitude, ça a été dur, mais ça a été salvateur. J'ai été tellement heureuse de me dire, en fait, ça y est, je vais enfin pouvoir passer du temps seule. Et oui, je vais être face à mes démons, oui, je vais être face à mes angoisses, mais en même temps, il est temps. Et cette décision, de toute façon, de partir à 600 km de chez moi, c'était pas anodin. J'avais besoin d'un nouveau souffle, j'avais besoin d'un nouvel environnement, d'un nouvel espace où j'allais pouvoir me réaliser et m'accomplir indépendamment de tout ce que j'avais toujours connu. Donc j'avais vraiment l'impression de pouvoir, faire un nouveau départ, quoi. Mais en fait, il y avait encore des choses à guérir. Donc, je vois bien que les personnes que je rencontre, là, on va faire voilà, on va y aller, on va aller un peu plus vite, mais les personnes que je rencontre, elles sont pas dans la manipulation. Elles sont pas dans le mensonge. Elles sont plutôt franches, plutôt frontales, parce que je pense que je le deviens aussi. Parce que bon, quand même, le travail que je fais sur moi paye.
Donc à ce moment-là, hein, évidemment, je ne suis pas coach, hein, qu'on soit très clair, je n'ai pas encore expérimenté tout ça. Mais j'expérimente moi, en fait. Enfin voilà, de nouvelles rencontres, une nouvelle manière de poser mes limites. Je vois bien que les hommes que je rencontre sont quand même plus gentils et surtout plus francs. Il y a un truc avec la franchise où, alors c'était déroutant, mais j'étais face à des hommes qui étaient capables de me dire, je sais, genre vraiment ce qu'on vit, c'est génial, c'est incroyable, mais je suis dans une période de ma vie où je n'ai pas de temps à accorder à une femme et donc tu vas souffrir de ça. Et moi, je n'ai pas envie que tu souffres de ça. Bah, il y avait encore un petit taf à faire puisque je me suis accrochée quand même. Mais en fait, ces expériences, elles m'ont aussi permis de voir que j'évoluais et que mon corps avait encore besoin de se sentir en sécurité. Mais pour autant, j'ai commencé à arriver à dire stop, à arrêter des relations bon, qui n'en étaient pas toujours, mais des choses que je ne faisais jamais, je commençais à réussir à les faire. Donc pour ça, j'étais toujours hyper fière en fait de me dire, bah, j'arrête pas ce travail-là. Parce qu'entre-temps, donc faut imaginer qu'en 2019, début 2019, j'arrête ma thérapie, mais vers 2020, fin 2020, je prends quand même quelques séances avec ma psy, puisqu'en fait, je ne sais pas qui aller voir d'autres. Mais je sens que ça ne me correspond plus. Mais il y avait un vrai taf à faire. Et donc moi, j'ai vu des énergéticiennes, j'ai vu une hypnothérapeute, bon ça c'était un peu plus tard, 2021, quand j'ai déménagé, et que j'étais dans ma relation de 2 ans. Ça aussi, ça a été intense. Mais en fait, on s'en fout en vrai de mes relations. Ce qui compte, c'est de vous dire, il y a une période où j'ai travaillé sur ce qui se passait dans ma tête. Il y a eu des périodes où j'ai travaillé dans le corps, avec l'hypnothérapie, avec le MDR. Avant, je me rendais compte que je pouvais épier les réseaux sociaux, etc. Je ne faisais plus ça, par exemple. J'étais plus dans l'analyse de chaque silence, j'étais moins dans la validation, je vais dire moins parce que ça c'est un truc qui a mis du temps chez moi. En fait, à chaque fois que je me faisais accompagner, je faisais des pas de géant et je me voyais vraiment me transformer. Et je pense que c'est un peu l'erreur qu'on fait dans ce parcours, c'est qu'on est très impatient. Parce que la douleur, elle est là depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et donc, c'est bon, on a envie que ça aille vite, on veut des solutions, on veut des outils. Mais c'est traumatique en fait. C'est pas genre vous avez, alors les prises de poids, les pertes de poids peuvent aussi être traumatiques, mais c'est pas genre vous avez pris 10 kilos, ah bah ok je vais prendre un coach, il va me faire un plan alimentaire, un programme sportif et puis c'est bon on va aller, on va suivre ça et ça va aller. C'est émotionnel, c'est traumatique, ça demande du temps. Donc la patience est une vertu. Et honnêtement, je me dis, enfin moi, dans mon parcours, parce qu'on n'a pas tous le même parcours, on va pas aller à la même vitesse parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Ce qui compte, c'est surtout, enfin je me dis, ça n'aurait pas pu être autrement. Il n'y a pas eu de déclic magique du jour au lendemain, pour autant j'avais l'impression d'avancer quoi. Et ça, c'était hyper gratifiant. Et même quand je me suis formée au coaching, bah, je continuais à me faire accompagner de toute évidence, encore plus d'ailleurs, parce que je me disais, il ne faut pas du tout que ce soit un effet miroir sur mes clientes, il faut que, justement, enfin, je vais me servir de ma propre histoire et de ce que moi j'ai déjà fait et de toutes les manières dont j'ai avancé pour pouvoir les accompagner. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai arrêté la thérapie, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas d'outils concrets. Je ne trouvais pas, enfin à l'époque, il n'y avait pas de coach en dépendance affective, en relation toxique, ça n'existait pas ou très peu, et en tout cas, j'étais pas informée dessus. Mais aujourd'hui, vous en avez plein, et heureusement, parce que comme ça, il y a plein de personnes qui connaissent le sujet. Mais du coup, j'ai dû un peu aller chercher mes propres méthodes. J'ai dû me documenter sur le sujet, mais j'ai dû expérimenter par moi-même. Ok, j'ai compris, il y a un lien avec le système nerveux, comment moi je peux remettre de la sécurité, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, la patience, c'est la clé. Mais dites-vous que si vous vous dites ah ouais mais je vais pas commencer maintenant, ouais mais parce que là j'ai ça, j'ai tel frais, j'ai tel truc, machin, je dis pas ça pour vous faire culpabiliser. C'est juste qu'en fait, naturellement le système nerveux va faire en sorte que vous ne vous fassiez pas accompagner maintenant parce que c'est inconfortable. Et donc on n'a pas envie de le faire. Moi aussi, hein, j'étais toujours dans le truc genre ouais, moi non pour l'instant j'en ai pas trop besoin, pour l'instant ça va, je gère. Mais il a fallu que je sois au fond du seau là
pour pouvoir prendre rendez-vous. Mais c'est pas comme ça, en fait. On devrait prendre soin de soi bien avant d'être au fond du trou. Vraiment. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien compris dans ma propre expérimentation, ce qui a créé ma propre méthode aujourd'hui, que les techniques de manipulation ne fonctionnent de toute façon pas sur le long terme. Que le truc de fais-toi désirer, c'est du bullshit. Parce que ça veut dire que sinon, j'attire quelqu'un sur un jeu et pas sur qui je suis vraiment. Donc résultat, je vais devoir maintenir ce jeu-là à l'infini ou la relation va s'effondrer. Et surtout, je me dis, plus ça va dans la relation, et je n'ai pas encore d'enfants, mais j'imagine quand on a des enfants avec la fatigue, avec tel truc, on n'a plus l'énergie de tenir le jeu. On n'a plus l'énergie de porter la relation. Il faut vraiment avoir un partenaire solide avec qui on se sent bien, avec qui on peut être soi-même. Donc, on ne peut pas construire une relation saine sur une stratégie. On la construit sur qui on est, sur nos valeurs, sur nos besoins, sur notre vision. Ça, oui. C'est vraiment, en fait, les contes qui existent aujourd'hui là-dessus. Pourtant, j'aime pas. Enfin, je me dis, chacun fait ce qu'il veut et chacun y trouve. Voilà. Mais quand même, parce que pour moi, là, ça parle d'une valeur d'authenticité, d'intégrité qui est très importante pour moi. Mais ces contes-là, en fait, ils appuient juste là où ça fait déjà mal. Au lieu d'aller apaiser le pourquoi vous êtes dans cet état aujourd'hui, on vous donne des espèces de solutions. Mais ça, c'est pas viable. Donc, il a fallu que je comprenne que le chemin allait être un peu plus long, un peu plus semé d'embûches, mais que ces techniques de manipulation ne m'aideront jamais à construire une relation saine pour moi. De toute façon, je vous le dis, vous avez sûrement déjà testé toutes ces techniques de manipulation. Oui, pas répondre tout de suite, vous faire désirer, et ghoster, fuir la personne, enfin voilà, que sais-je encore, là, ce qu'on nous apprend. Essayer d'être une femme fatale, je sais pas quoi, là, pas montrer vos faiblesses, j'en sais rien. Mais en fait, si vous m'écoutez, c'est que probablement ça n'a pas fonctionné, donc essayez de faire quelque chose qui fonctionne sur le long terme. Là où je voulais en venir dans cet épisode de podcast, c'est que je n'ai pas fait ça. Et que ça ne m'a pas empêché de rencontrer 2 hommes, en l'occurrence, avec qui j'ai quand même été bien, même si ma dernière relation, c'était pas le bonheur absolu, mais voilà, j'avais encore des choses à régler, j'aurais dû partir, je pense, avant. Mais bon, le fait est que j'étais quand même avec quelqu'un de gentil et de bien intentionné, mais qui ne me correspondait pas. Et du coup, quand j'ai quitté cette relation-là, je me suis dit, en fait, ça suffit d'essayer de faire en sorte que l'autre se sente bien en m'ignorant totalement, en ignorant mes propres besoins, en ignorant qui je suis. Bah non, en fait, moi, je suis quelqu'un qui aujourd'hui a un attachement sécure, mais avec des traumas d'abandon. Je suis quelqu'un qui a besoin de câlins, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est extrêmement démonstratif et communicant. C'était vraiment un indispensable pour moi. Je n'aurais jamais été heureuse avec quelqu'un qui ne soit pas comme ça. Et en fait, je me suis dit, pour que je puisse attirer exactement ce que je veux, il faut que moi, j'incarne la personne qui va être à ses côtés. Donc encore une fois, le but n'étant pas de me transformer, mais de me dire, il faut que mon cœur soit ouvert, il faut que la personne, elle me voie telle que je suis, c'est-à-dire à la fois solaire, généreuse, ouverte, drôle, tout ça là, mais aussi voir le fait que je sois têtue, que je sais très bien où je vais, comme le taureau que je suis. Enfin voilà, qu'il y a aussi ça qui fait partie de moi. Et qu'en fait, on ne me changera pas. Mais au même titre que je ne vais pas essayer de changer l'autre. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence. Mais pour ça, il a fallu que je comprenne que j'étais en sécurité quand j'étais comme ça. Et que j'avais pas besoin de jouer un rôle pour qu'on m'aime, que j'avais pas besoin de jouer un rôle pour que la personne reste à mes côtés. Parce qu'en fait, ce qui me poussait à avoir ces comportements, c'était ça.
C'était le fait que j'avais peur qu'on m'aime pas, que j'avais peur qu'on me rejette. Mais à ce moment-là de ma vie, en fait, à ce moment-là de ma vie, j'avais tellement pas envie. Oui, j'avais envie d'être en couple, mais ça faisait 4-5 mois que j'étais séparée, honnêtement, c'était pas du tout la priorité. Mais pour autant, je me suis dit, oui, je suis en train de faire le deuil d'une relation, mais ça ne m'empêche pas d'être ouverte aux rencontres, d'avoir envie de discuter avec des gens, puisque ça, c'est moi, en fait. Moi qui suis sociable, qui aime connaître l'histoire des gens, enfin sinon, j'aurais pas fait ce métier. Donc, si quelqu'un se met sur mon chemin, je serai prête à l'accueillir. Mais j'ai des conditions, j'ai des limites, j'ai mon cadre. Mais je suis prête à l'entendre, à l'accueillir, à vivre des moments cool, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que j'étais capable de recevoir cet amour-là. Parce que oui, la différence, c'est aussi que, pour une fois, je n'étais plus celle qui allait entretenir la relation. Oui, parce que ça, j'avais pas l'énergie, clairement, d'être celle qui prévoit les dates, et où on va, et qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on mange, et machin. Je n'avais pas du tout envie. Et honnêtement, je pense que du coup, ça m'a servi dans le début de notre relation, qui, je le rappelle, parce qu'en fait, on a l'impression que tout est un coup de foudre, et on a été en couple, et on a vécu ensemble, et c'est super. Pas du tout. À la base, il n'y avait pas forcément d'idée d'être en couple, puisque moi, 3 mois après, je partais en Thaïlande, à la base pour m'y installer. Mais oui, après, tout le reste a été vite. Et finalement, ça a été vite. Mais ça devait pas être comme ça. Mais pour autant, j'avais envie de me dire, j'ai le droit de kiffer ma vie. J'ai le droit de recevoir de la douceur. J'ai le droit de recevoir de l'attention. J'ai le droit et je mérite d'être avec quelqu'un qui a envie de faire ça pour moi. Et ben, j'ai trouvé. J'ai trouvé parce qu'en fait, à aucun moment j'avais besoin de contrôler, à aucun moment j'avais besoin de prendre le lead dans la relation, j'avais juste envie de la vivre et de recevoir cet amour, de recevoir de la douceur, de la tendresse, etc. Et vraiment, c'est ce qui a fait la différence. Parce que quand vous vous mettez dans cette énergie-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'être spectatrice de comment l'autre est en train de se comporter avec vous. Et ça fait la différence. Donc, ça, c'était différent. C'est vraiment ce qui a fait la différence, je suis convaincue, dans ma relation actuelle, c'est que je lui laisse son rôle, entre guillemets. Aujourd'hui, pour moi, c'est normal de ne pas porter la relation. C'est normal de ne pas avoir à faire les efforts pour que ça fonctionne, puisque on est chacun dans notre rôle. Moi aussi, je donne et j'investis dans la relation, mais lui, il donne tout autant. Et c'est pas moi qui dois porter le truc, et c'est pas moi qui dois relancer pour des messages, et c'est pas moi qui dois organiser des sorties, c'est pas moi qui vais dire ah bah quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois. J'avais pris la décision que ce ne serait plus jamais comme ça. Mais la décision était claire et nette. Donc non, j'ai pas attiré quelqu'un en me faisant désirer, bien au contraire, j'ai attiré quelqu'un en devenant quelqu'un que je désirais moi-même. C'est-à-dire que moi, j'avais envie d'être avec un homme qui soit solaire, qui soit sociable, qui soit chaleureux, qui soit ouvert. Et j'ai rencontré ça. Mais je l'ai incarné aussi. Donc c'est ce qui a fait toute la différence. Mais pour ça, il y a des années de travail derrière. Là, ça fait 3 ans que je lève un peu le pied sur le travail que je fais sur moi. Mais même pas tant. Parce que je continue, parce qu'encore vendredi, j'étais à un rendez-vous. Parce qu'il y aura toujours des choses à travailler, mais plus sur ce sujet-là. Mais il y aura des choses à travailler dans le couple. Mais ça, c'est normal. Donc, c'est important et c'était vraiment le message que je voulais délivrer, c'est que on peut partir de loin, mais le travail qu'on fait sur soi, on le perdra jamais. Ça nous fera que avancer. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de vivre avec l'amour de ma vie et d'être heureuse, d'être épanouie, mais en me respectant et en le respectant et en ayant un cadre commun dans notre relation parce que chacun s'est respecté dans sa vision, dans ses besoins et chacun a été écouté. Sans ça, c'est difficile de construire une relation qui soit saine et épanouissante.
Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à prendre le temps de savoir ce que vous avez envie de faire surtout. Mais je vous propose une consultation offerte que vous pouvez trouver dans la bio de cet épisode et de me rejoindre aussi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Auria.coaching et surtout de vous abonner à ce podcast si vous avez l'habitude d'écouter et s'il vous a plu et de le noter pour qu'il puisse être découvert par des personnes qui en auraient aussi besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour comme toujours.